Auvergne Innovation, merci à l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce projet pour faire un événement, on l'espère, au mieux, et qui répondra donc à la définition de l'énergie. Alors, donc je vais me présenter effectivement, avant de commencer, Solène Valin, directrice développement et innovation au sein de Clermont-Auvergne Innovation, la filiale de valorisation de l'université. Donc, cette première session de l'événement va regrouper donc cinq chercheurs que je vais vous présenter, en sachant qu'une deuxième session aura lieu vendredi avec d'autres intervenants, donc d'autres définitions. Si vous souhaitez également y participer, ce sera vendredi après-midi. Donc, 5 intervenants à mes côtés. Je vais commencer par Pierre Fontani, donc, qui est enseignant-chercheur au sein de l'Institut Pascal et également dirigeant de la société BioValo. Donc, il nous donnera également, il commencera d'ailleurs, et il nous donnera sa propre définition de l'énergie. À côté de lui, donc, Lydie Gaillet, qui est enseignante-chercheur au sein du laboratoire Magma et Volcan de l'université également. Nous avons après, à sa droite, Anne Cromaria, donc enseignant-chercheur au sein du laboratoire Clerma, Clermont Recherche en Management, si tout est bon, merci, et enseignante au sein de l'ESC Clermont. Puis Mathilde Bonnet, donc enseignante-chercheur au sein de M2ISH, côté laboratoire, et de l'IUT de Clermont pour le côté enseignement. Et Clémence Dubois, directrice scientifique pour la société Biomarqueur, en lien avec également le laboratoire IMOST au sein de l'IUT, sur le campus des Saisons. Voilà. Donc, merci déjà à tous et à toutes pour votre participation. Donc, avant qu'ils nous donnent leur propre définition de l'énergie, ce que je vous propose, c'est de vous demander à vous, auditeurs, mais également aux intervenants s'ils le souhaitent, de nous donner votre définition en un seul mot, un mot, pour la définition de l'énergie. Donc, pour ça, on va utiliser un petit outil. Je vais me pousser de l'écran, si j'ai bien compris. Vous allez avoir les consignes qui vont s'afficher devant vous. Donc, il vous faut simplement, j'ai envie de dire, votre téléphone et une connexion. Vous allez avoir le choix entre participer en ligne ou envoyer un SMS. Donc, normalement, vous avez les consignes devant vous. Donc, je vais vous laisser quelques secondes, soit pour vous connecter sur le site, donc www.microlab.com/énergie, soit en envoyant un SMS. Vous avez le petit mot qui va bien, qu'il vous faut envoyer @énergie au 06 44 60 96 62. Alors, je suis en même temps avec les intervenants. Est-ce que ça fonctionne jusque-là? On y vient. Bon. Alors, on attend quelques secondes. Oui, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Impeccable. Donc, à partir de là, ce qu'on vous demande, c'est un mot. Un mot par rapport à la définition de l'énergie, à ce que vous avez envie de nous traduire. Et ça va donner lieu à un nuage de mots qui s'affiche là devant vos yeux. Donc, bien sûr, on attend quelques secondes. Que tout le monde puisse participer, envoyer, se connecter. Donc, je vois surtout donc, bien évidemment, les couleurs, ça n'a rien d'important, mais la taille du mot, par contre, est assez significative de nombre de fois où vous avez pu l'écrire, l'envoyer. Donc, on voit renouvelable, vie qui apparaissent. Alors, ça bouge en même temps. Ressources, production, mouvement. On attend encore quelques secondes. Renouvelable, mouvement et vie, effectivement, qui ressortent en majorité. Métabolisme, watts. Verte, ATP. Lumière. Puissance, production. Mobilité. Ok. Alors, je vous propose qu'on arrête là. On va garder cette photo, en fait, cette première image, et on y reviendra, notamment sur la conclusion et la synthèse de cet événement. Donc, merci à vous. Et puis, je vais donc laisser la parole à Pierre, si vous voulez bien, pour nous présenter en 5 minutes
vous-même, déjà bien sûr, et votre définition de l'énergie. Merci. Merci Solène, merci à tous pour l'invitation. Donc effectivement, je m'appelle Pierre Fontagny, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne. J'ai aussi la particularité, comme tu l'as dit, d'être dirigeant d'une entreprise qui s'appelle BioValo, dont je parlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc je suis enseignant à l'Institut Pascal, au sein de l'axe génie des procédés énergétiques et biosystèmes. Et je travaille plus particulièrement sur des procédés de production d'énergie renouvelables, et en particulier des énergies vertes, en associant en fait une valorisation de la matière organique pour la production de ces vecteurs énergétiques, principalement gazeux. Donc on fait le lien, si on traduit un peu ce que je viens de dire pour tout le monde, en gros les thématiques, c'est produire un biogaz qu'on appelle le méthane notamment, donc via une filière qui s'appelle la méthanisation, qui est une filière aujourd'hui qui est industrialisée et qui se développe de plus en plus dans l'environnement. Et puis des innovations un peu plus prospectives, et notamment des recherches sur la capacité à produire des vecteurs énergétiques type hydrogène, dont on parle aussi de plus en plus aujourd'hui. Là encore, par un procédé un peu alternatif à ce qui se fait classiquement, toujours en utilisant la matière organique, qui est donc une matière renouvelable, pour produire cette énergie. Donc, ma définition de l'énergie, alors c'est peut-être pas ma définition, mais en tout cas, celle qui me préoccupe le plus, c'est effectivement des items qu'on a retrouvés dans le nuage de mots, renouvelable, énergie verte. Voilà, c'est effectivement des thématiques sur lesquelles je travaille depuis maintenant 15 ans, bien sûr associé à l'ensemble des chercheurs du département GPEB. Voilà. Et donc l'autre particularité, effectivement, c'est d'avoir un peu transféré ces connaissances vers une structure industrielle, donc qui est aujourd'hui une structure implantée à Riom, dans la banlieue de Clermont, qui est donc un bureau d'études dans le domaine de la méthanisation et du biogaz, et une plateforme d'innovation pour proposer aux industriels de réaliser des preuves de concept justement d'innovation et de valider leur technologie. Donc voilà en gros les activités qui m'amènent aujourd'hui ici. Donc merci Pierre pour cette définition. S'il y a des questions, on y reviendra, mais après l'intervention de nos 5 participants. Donc n'hésitez pas de votre côté à les noter ou à les inscrire dans le chat, parce qu'on a quelqu'un derrière l'écran qui note toutes vos questions. Donc n'hésitez pas aussi à les indiquer de suite. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on écoute Lydie et sa définition de l'énergie avec sa sensibilité scientifique, qui n'est peut-être pas la même que celle de Pierre. Merci Solène, bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Lydie Gaillet. Alors moi, je suis physicienne adjointe au laboratoire Magma et Volcan, observatoire de physique du globe de Clermont, donc au niveau de l'université Clermont-Auvergne. Alors physicienne adjointe, ça veut dire qu'on a une composante recherche, une composante observation, et la troisième composante qui est celle de l'enseignement. Alors moi, je travaille essentiellement sur la volcanologie au sens large, et je me suis spécialisée dans les approches géophysiques. Alors, on pourra revenir là-dessus. L'intérêt des méthodes géophysiques pour l'étude des volcans, elle a été avérée à plusieurs échelles, que ce soit sur des édifices sensu stricto ou dans des contextes beaucoup plus régionaux. Et en fait, mon objectif, c'est d'utiliser un petit peu les caractéristiques physiques des roches, des formations volcaniques et des systèmes volcano-tectoniques pour mieux comprendre le fonctionnement, l'héritage structural et puis l'évolution de l'activité, qu'elle soit volcanique, magmatique, hydrothermale, etc. Donc, le lien entre l'énergie et mes travaux de recherche, il est, je pense, assez évident au niveau de la géothermie, dans le sens où la composante géothermie haute température a beaucoup été développée dans des contextes volcaniques. On peut prendre l'exemple de la Nouvelle-Zélande ou de l'Islande, un peu plus d'actualité en ce moment. Et puis, avec un acteur majeur dans ce climat géothermique, qui est le BRGM, avec qui j'ai travaillé quelques années, et qui a géré aussi l'utilisation, l'exploitation de la centrale géothermique de Bouillante, donc à l'échelle de la Guadeloupe, dans les Antilles.
et qui est un très bon exemple en fait, de ce qu'on peut retirer d'un point de vue énergétique du contexte volcanique au sens large. Donc ça, c'est vraiment un des principaux aspects qu'on peut retirer de ces méthodes que moi, j'utilise peut-être plus dans des contextes volcaniques au sens large. Et puis, moi, ma vision de l'énergie, elle est forcément un petit peu liée à ça, dans le sens où le plus grand exemple qu'on ait de l'énergie qui est formidable, c'est celle de la Terre. Et on le sait tous, notamment avec l'énergie sismique, puisqu'un séisme va se ressentir à l'autre bout du globe pour certains. Et ce sont vraiment des aspects qui sont assez importants, notamment par rapport aux termes renouvelables, aux ressources, énergie verte, etc. Donc, merci Lydie. Donc, deux définitions différentes, bien sûr, c'était prévisible. On a entendu parler d'énergie renouvelable, d'énergie verte, de géophysique, de caractéristiques physiques également. Et vous avez cité des exemples de partenariats dans votre définition, finalement, à travers la société BioValo, implantée à proximité, locale, une entreprise locale, et puis des partenariats beaucoup plus loin, sur une dimension internationale, par exemple, avec la Guadeloupe. Donc, sachez que sur le site clermontois, il y a des structures d'accompagnement, justement, pour toute la mise en place de ces partenariats. C'est notamment le cas du pôle partenariat et valorisation de la direction de la recherche et de la valorisation de l'université. Et ce que je vous propose, avant d'entendre le témoignage de Anne, c'est de vous présenter ce pôle sur un format très court par une vidéo qui va tout vous dire en quelques secondes. Donc, on va essayer de lancer la vidéo. Ça semble bon. Voilà, donc la petite présentation du pôle avant de revenir aux intervenants. Voilà, donc on en revient à nos intervenants avec une troisième définition. Donc Anne, si tu veux bien. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Anne-Albert Romaria, je suis enseignant-chercheur à l'ESC Clermont Business School, donc certains connaissent sous le nom de l'École supérieure de commerce. J'enseigne le management stratégique, c'est-à-dire les grandes options qui s'offrent à des entreprises, à des organisations de toute taille, de toute nature, pour leur développement et leur croissance. Alors, mon laboratoire de rattachement, c'est le CLERMA, donc Clermont Recherche Management, qui est donc un laboratoire commun à l'UCA et notamment avec des collègues de l'IAE et également à notre école, à l'ESC Clermont. C'est le laboratoire clermontois de recherche en sciences de gestion. Alors, qu'est-ce que c'est les sciences de gestion? C'est peut-être un terme qui n'est pas toujours très évident. C'est selon la définition de la FNEJ. Alors, la FNEJ, c'est la Fédération des établissements d'enseignement de la gestion en France. C'est en fait tout ce qui a pour objet d'éclairer l'action conduite de façon collective par des groupes humains organisés. Donc des entreprises, des associations, des collectivités, donc c'est extrêmement large et bien sûr ça concerne finalement un peu tout le monde.
Alors, notre laboratoire, il est organisé en plusieurs axes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des axes, mais on travaille aussi bien sur l'innovation que sur la finance, que sur la stratégie, le marketing, donc tout un tas de disciplines. Et finalement, tous nos travaux se réunissent sous une bannière commune qui est le management durable, donc qui contribue et qui s'inscrit du coup dans la thématique globale de ICIT, Cap 2025, avec les 4 challenges transversaux. Alors, en ce qui me concerne plus spécifiquement, je travaille donc sur les stratégies collectives de territoire, c'est-à-dire comment sur un territoire donné, des acteurs collectifs, individuels, publics, privés, sont amenés à travailler ensemble, à développer alors une forme d'énergie, je vais y revenir juste après, pour se développer, pour développer le territoire sur lequel ils sont installés, pour développer les différents acteurs qui sont sur ce territoire. Alors, de façon un peu plus concrète peut-être et un peu plus visible, j'ai donc eu l'occasion de travailler sur la thématique de la coopétition entre établissements de santé. Alors la coopétition, là encore un terme un peu bizarre et pas forcément très familier, c'est finalement une stratégie qui combine à la fois la compétition, la concurrence donc entre des acteurs, mais aussi la coopération. Parce qu'on s'aperçoit qu'aussi bien dans le monde de l'entreprise, mais finalement dans n'importe quel type d'activité, eh bien, les organisations sont soumises à cette dimension de coopétition, donc simultanément concurrence et coopération. Et donc, à titre d'exemple, les établissements de santé sur le territoire clermontois illustrent parfaitement ça. Nous avons travaillé avec plusieurs collègues et au sein du laboratoire, nous travaillons avec plusieurs collègues sur les établissements locaux, donc le CHU, l'établissement public, mais on a aussi des établissements privés, par exemple les cliniques que nous connaissons, la Châtaigneraie, le Pôle Santé République. Et puis dans le domaine du traitement contre le cancer, par exemple, on connaît tous, si on est clermontois, le Centre Jean Perrin. Et typiquement, on est ici en présence d'une coopétition sur notre territoire clermontois dans le cadre justement du traitement contre le cancer, puisque tous ces établissements coopèrent pour une certaine mesure, par exemple avec le partage d'équipements lourds, mais en même temps sans concurrence, puisqu'il y a, même si on est dans le monde de la santé, malgré tout, des patients, des parts de marché et des autorisations également d'exercer, donc qui peuvent soumettre ces établissements à concurrence. Donc, ce qu'on essaye de regarder, et c'est ma définition finalement de l'énergie, c'est comment différents acteurs, encore une fois, publics, privés, de toute taille, petits ou grands, sont amenés à travailler ensemble. Et en ce sens, je pense que la thématique de l'énergie est tout à fait pertinente, puisque pour arriver à travailler ensemble, justement, quand on est éventuellement en concurrence ou quand on veut coopérer, eh bien, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de s'entendre, ça nécessite de se mettre d'accord. Ce n'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours, mais c'est en tout cas très intéressant à analyser et c'est grosso modo ce sur quoi portent mes travaux. Donc, pour peut-être donner en une phrase, c'était le jeu, donner en une phrase ma définition de l'énergie, ce serait agir collectivement pour fédérer les différentes parties prenantes d'un projet. Voilà, tout simplement, arriver à fédérer ces acteurs. Bien, merci Anne pour avoir joué le jeu et donné cette définition en une phrase. Bien Mathilde, maintenant nous écoutons ta définition. Alors on va basculer dans un tout autre domaine. Donc je suis Mathilde Bonnet, je suis enseignant-chercheur aussi à l'université et donc je travaille plus dans le domaine de la santé. Il y a quand même des liens, mais je vais vous parler de bactéries et de cellules, donc ça va être un peu différent. Donc en fait, je suis enseignante en biologie cellulaire à l'IUT. Et je fais ma recherche au sein du laboratoire M2ISH. M2ISH, c'est pour microbes, intestins, inflammation et susceptibilité de l'autre. C'est une unité qui est dirigée par Nicolas Barniche et qui est labellisée par l'INSERM, mais aussi par l'INRAE. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein de cette unité? On travaille sur l'interaction entre l'intestin et certains microbes, et notamment des bactéries, les Escherichia coli. On travaille sur 2 pathologies principalement, la maladie de Crohn et le cancer colorectal. Alors, il se trouve que moi, je travaille plus sur le cancer colorectal, donc c'est plutôt de cette partie dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ces bactéries, donc ce sont des Escherichia coli un tout petit peu particulières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, elles sont capables d'aller rentrer dans les cellules intestinales. Et
le lien avec l'énergie est ici, c'est-à-dire que ces bactéries, elles vont rentrer dans les cellules intestinales et se servir de nutriments et de l'énergie de la cellule qu'elles infectent pour pouvoir survivre. Le cancer colorectal, c'est une maladie qu'on dit chronique, donc qui dure très très longtemps. Et en fait, l'objectif de la bactérie, ça va être d'utiliser la cellule, mais de surtout ne pas la tuer, puisqu'elle va vouloir la transformer en cellule tumorale. Et nous avons montré au laboratoire que ces bactéries jouaient un rôle dans ce développement du cancer du côlon, et notamment dans les formes très agressives. Donc, la bactérie doit utiliser l'énergie de la cellule qu'elle infecte, mais doit trouver un équilibre et il y a un vrai dialogue puisqu'il ne faut pas qu'elle épuise non plus la cellule qu'elle infecte. Donc voilà, donc c'est un vrai dialogue, un vrai équilibre entre la bactérie et la cellule qu'elle infecte. Alors vous allez me dire pourquoi s'intéresser à ce genre de mécanisme, etc. Mais en fait, il se trouve que le cancer du côlon, c'est encore une pathologie qui a un pronostic qui n'est pas très bon. Et en fait, il faut trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et en fait, ce qu'on essaye de faire en décortiquant ces mécanismes, c'est d'essayer de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, eh bien, c'est de casser ce dialogue et cette prise d'énergie de la bactérie dans la cellule. Voilà, donc on essaie de développer des nouvelles thérapies. Et juste à titre d'exemple, en ce moment, on développe un projet de recherche qui a été financé par une association de patients, la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Et en fait, là, on cherche à avoir les interactions entre les bactéries et la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule qui produit l'énergie. La bactérie va aussi pouvoir capter des sources de carbone aussi. Cette mitochondrie, elle est aussi importante dans la défense des cellules. Et cette mitochondrie, elle est aussi très importante pour la mort cellulaire des cellules. Donc, tout à l'heure, je vous disais, c'est un équilibre. La bactérie utilise la cellule, mais sans la tuer. Et c'est ce qui fait, à terme, la pathologie. Voilà, donc au laboratoire, donc on travaille vraiment sur des choses qui peuvent être très, très fondamentales de la microbiologie, des facteurs de virulence, et on travaille jusqu'aux patients, jusqu'à la clinique, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les cliniciens du CHU, puisque les cliniciens et de gastroentérologie et de chirurgie digestive font partie de notre laboratoire. Voilà, donc là, je vous ai parlé d'énergie très biologique, l'ATP, la mitochondrie. Et quand on m'a demandé, on nous a demandé une définition, puis peut-être une deuxième. Alors bon, la première définition, c'est la biologie cellulaire, l'ATP, etc. Mais ma deuxième définition, ce serait la motivation, qui me semble être une source d'énergie pour la recherche et pour l'innovation. Et ça, on le retrouve au laboratoire dans la recherche, mais on essaye aussi à l'IUT en tant qu'enseignant de transmettre ça aux futurs étudiants, aux futurs techniciens de labo et peut-être aussi aux futurs chercheurs. Voilà. Donc, merci Mathilde. Donc, on a eu 4 définitions jusque-là bien différentes. Par contre, le point commun tout de même, c'est cette volonté d'aller valoriser ces recherches et de les appliquer. On voit bien que derrière, il y a une application derrière tous ces travaux. Et l'intervention de Clémence, je crois, sera le meilleur exemple. Avant d'arriver à ce dernier exemple, on vous parlait tout à l'heure de partenariats public-privé et des acteurs de l'écosystème. Donc, je vous propose là aussi très rapidement de découvrir l'émission de Clermont-Auvergne Innovation et le lien que l'on peut faire entre ces travaux et le monde socio-économique. Chercheurs ou porteurs d'un projet de création de start-up issu de la recherche, Clermont-Auvergne Innovation est là pour vous. Nous assurons l'interface des laboratoires de recherche de l'Université Clermont-Auvergne et associés et les entreprises en premier lieu, en simplifiant et en accélérant les interactions pour mieux innover ensemble. Vous êtes membre de la communauté scientifique et souhaitez collaborer avec le monde socio-économique? Une équipe d'experts vous accompagne afin de déterminer le potentiel d'innovation de vos projets, de construire une stratégie de protection de vos résultats de recherche, d'investir dans leur développement et de les valoriser par le transfert de technologies et par l'éclosion de start-up deep tech. En tant qu'acteur du monde socio-économique, vous souhaitez accroître votre compétitivité?
Clermont-Auvergne Innovation est votre catalyseur pour développer une innovation avec un laboratoire de recherche. Accéder à des compétences académiques de haut niveau et des équipements de pointe ou exploiter des technologies de rupture. Vous êtes doctorant, jeune docteur, chercheur, créateur d'une entreprise innovante? Clermont-Auvergne Innovation dispose d'un programme d'accompagnement premium et sans couture, de l'émergence à l'accélération de votre entreprise Deep Tech. Notre objectif est de sécuriser, challenger et simplifier votre projet entrepreneurial en lien avec la recherche publique. Clermont-Auvergne Innovation est votre filiale de valorisation. Alors, pour terminer sur les témoignages, Mathilde disait tout à l'heure, nous faisait part de toute l'énergie et la motivation qu'il y avait pour passer le relais à ses étudiants. Eh bien, justement, elle n'est plus étudiante, elle va bien sûr se présenter, mais je vais passer le relais à Clémence. Merci Solène, et merci à tous, et notamment à la DRV et puis à la CAI de m'avoir invité à vous présenter eh bien, nos travaux sur la thématique de l'énergie. Alors moi, je suis Clémence Dubois, je suis chercheure en biologie cellulaire au sein d'un consortium qu'on appelle Biorcell 3D. Alors qu'est-ce qu'un consortium en l'occurrence? C'est un partenariat entre des acteurs publics et privés. Alors pour le côté public, il s'agit de l'équipe de recherche IMOST, qui est une équipe INSERM, UCA, pour imagerie moléculaire et stratégie de theranostic, et qui collabore depuis 2016 avec deux sociétés donc privées qui sont localisées sur Lyon, Biomarqueur et Biopass. Alors qu'est-ce que fait initialement l'équipe IMOST? Eh bien, donc, elle est répartie sur tout le site clermontois, fait intervenir plus de 70 chercheurs, et elle est répartie en plusieurs équipes, et elle a pour rôle principal, si je peux résumer, d'identifier des cibles et de développer des outils pour le diagnostic et la thérapie des cancers. Alors, dans le cadre de ce consortium, l'objectif, c'est de valoriser le plus possible et de transférer les connaissances de la recherche au sein de l'équipe vers des industriels, donc vers nos entreprises partenaires, qui ont pour rôle d'industrialiser certains concepts et de les proposer à la vente sous la forme d'outils de biotechnologie. Et c'est déjà le cas depuis le début de l'année, puisqu'on est distribué par un distributeur en France pour certains produits. Alors, concernant l'objectif de nos recherches, nos thématiques, dans le consortium, on travaille sur des outils de biotechnologie. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple des tumeurs artificielles. On va produire des tumeurs in vitro à partir de différents types de cancers, le cancer du sein, de la prostate, du poumon ou encore de l'ovaire. Et ces tumeurs artificielles, elles vont pouvoir être intégrées dans les processus, notamment de développement des médicaments, pour cribler des médicaments anticancéreux et ensuite pour avoir une meilleure prédiction de leur efficacité avant de les utiliser chez les animaux et chez l'homme. Alors, quel est le lien avec l'énergie dans nos développements? Alors, premièrement, pour cultiver ces tumeurs artificielles, il faut des milieux de culture qui miment le micro-environnement tel que la cellule pourrait être dans l'organisme. Les milieux de culture, ils apportent tout un tas de nutriments et ils permettent la survie cellulaire et le maintien du métabolisme cellulaire. Donc notre premier mot-clé, c'est l'utilisation indispensable de ces milieux de culture pour la vie et le maintien du métabolisme cellulaire de nos modèles. Ensuite, on travaille donc sur des thématiques du cancer et notamment sur un problème de santé public majeur qui est le cancer et qui est notamment la résistance aux traitements anticancéreux. Et c'est le deuxième exemple de l'énergie dans nos thématiques, puisque nous, on cherche à identifier, à cibler et à détecter cette résistance aux traitements anticancéreux. Et c'est une résistance, sans rentrer dans les détails, qui utilise l'énergie de la cellule. Alors, j'ai vu un des mots-clés qui était cité dans le petit jeu de tout à l'heure, qui est l'ATP, qui est la molécule énergétique de la cellule, et qui est en l'occurrence détournée par la cellule tumorale pour résister au traitement. Donc le mot-clé, deuxième mot-clé, c'est
résistance. Et puis, finalement, nous, on développe des sondes fluorescentes pour détecter cette résistance. Donc, c'est pour pouvoir les visualiser dans les modèles de tumeurs artificielles. Et ces sondes, elles utilisent le principe de fluorescence. Donc, c'est une troisième définition un peu en marge. Néanmoins, la fluorescence, c'est de l'énergie et la détection de photons. Et voilà, donc pour finir sur cette thématique de l'énergie, vous l'avez compris, on a mis en place un partenariat public-privé. Et eh bien, ça demande de l'énergie, de collaboration, de connaître les attentes et les perspectives eh bien, du monde industriel et du monde académique. Et c'est un travail effectivement qui est énergivore, mais qui est extrêmement valorisant et au service de la santé à une échelle assez directe, puisqu'on valorise la plupart des concepts que l'on détecte dans notre domaine eh bien, académique. Merci Clémence pour ces plusieurs définitions finalement de l'énergie et cette conclusion sur les partenariats publics-privés. Donc merci également bien sûr à tout le monde. J'imagine qu'il y a eu des questions, enfin j'espère aussi qu'il y a eu des questions dans le chat ou que l'on a reçues. Alors le plus difficile en général c'est la première, donc je vais me lancer. Voilà. Ah. Donc alors, peut-être plus pour Pierre et ou Anne, en fonction de vous en pensez, bien sûr. Ma première question serait comment les territoires peuvent-ils s'engager aujourd'hui dans la production locale d'énergie? Je pense que les deux réponses peuvent être complémentaires. Anne, si tu veux, ou Pierre, comme vous voulez. J'ai des choses à dire, mais pas de souci. Mais je compléterai si. Ok. Alors, nos réponses risquent d'être assez différentes, mais je pense que c'est le jeu aussi, justement, d'avoir des réponses différentes. Alors, effectivement, moi, la notion de territoire, elle me parle beaucoup, puisque je le donnais dans ma définition en disant, sur un territoire, on a des acteurs qui sont amenés à travailler ensemble et qui, donc, doivent essayer d'impulser des projets, de contribuer tous ensemble à ce projet, à le développer, à le mettre en œuvre finalement. Et donc, c'est effectivement complexe et ça a été dit dans d'autres définitions également. Alors, je vais peut-être prendre un exemple un peu concret pour illustrer ça, mais je pense que sur un projet, par exemple, du type nouvel accès, enfin mode d'accès innovant pour le plateau de Gergovie, qui est un projet qui d'ailleurs, dans le cadre de la Clermont Innovation Week, est aussi mis en avant, puisque la semaine prochaine, il y a la possibilité de tester la navette autonome sur le plateau de Gergovie. Donc, c'est un projet sur lequel nous, Laboratoire Clermont, nous sommes impliqués. Alors, à quel titre? Non pas celui, bien sûr, d'aller tester la navette en tant que telle, puisque ça, ce n'est pas notre ressort, c'est nos collègues de l'Institut Pascal et d'Innovest 3 qui font ça. Mais on travaille avec eux sur un autre volet, qui est le volet notamment, alors, production locale d'énergie, hein, pour répondre à la question de Solène, qui est de dire, justement, sur ce plateau de Gergovie, alors qui, finalement, concerne tout un tas d'acteurs extrêmement variés, des acteurs publics, bien évidemment, le conseil départemental, qui est le gestionnaire du plateau, mais également l'État, qui en est le propriétaire, la ville de La Roche-Blanche, la communauté Mont-d'Arverne Communauté, qui est la communauté d'agglomération qui est avec La Roche-Blanche, Vic-le-Comte, les Martres de Verre, etc., Clermont-Auvergne Métropole, bref, il y a tout un tas d'acteurs qui gravitent autour de ce plateau de Gergovie et finalement, arriver à mettre tout le monde autour de la table pour discuter d'un projet tel que celui de la mise en route d'une navette autonome, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, voilà, on essaye de regarder un petit peu comment tout cela se passe et d'accompagner à notre niveau cette production d'énergie. Alors, pour permettre, et ça rejoint aussi un des mots-clés qui était évoqué dans le nuage de mots tout à l'heure, hein, il y avait mobilité, il y avait durable, hein, je crois, on l'a eu à plusieurs reprises, le mot durable. Oui, essayer de mettre en place des nouveaux modes de déplacement plus durables, plus respectueux de l'environnement. Voilà, c'est aussi une dimension un petit peu détournée peut-être que je pourrais mettre en avant, mais qui me semble tout à fait intéressante. Voilà, en tout cas, moi, je retiens plutôt par rapport à mes travaux et par rapport à ma discipline, la dimension de impulser, agir ensemble et fédérer des différents acteurs. Si je peux effectivement compléter par rapport à cette illustration. Bon, je suis complètement d'accord que de toute façon, ça passe par des projets collaboratifs et donc une énergie
une énergie à fournir et on sait qu'effectivement, c'est toujours très compliqué. Aujourd'hui, les collectivités, on le voit notamment sur la partie gestion de déchets, par exemple, ou mobilité durable. Les collectivités prennent énormément les sujets à bras-le-corps et développent des initiatives. Il y a des initiatives et même des inspirations européennes qui sont régulièrement discutées à travers des projets comme Urban Pack ou autres. Donc aujourd'hui, effectivement, ces collectivités, elles sont motrices. Le gros enjeu, c'est effectivement être... je pense qu'aussi la communauté scientifique a des solutions. La difficulté, c'est les mettre en œuvre, donc ça demande de l'énergie. Et puis, il y a aussi une énergie qui consiste à harmoniser en fait les données disponibles au niveau de la recherche jusqu'à une application industrielle et sur le territoire. Donc, voilà, il y a aussi une part d'énergie à y consacrer. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui contribuent à tout ça. Merci. Alors, peut-être une toute autre question pour aussi, Didier, avoir votre point de vue, ou bien sûr Mathilde et Clémence également, sur, on parle beaucoup d'énergie, on entend en tout cas beaucoup parler d'énergie au repos. Est-ce qu'on peut effectivement parler par rapport à vos thématiques de recherche que c'est d'énergie au repos ou c'est une erreur? Je peux commencer pour les cellules, peut-être. Alors, quand physiologiquement, nous, on est au repos, j'imagine que c'est un peu ça. Mais finalement, nos cellules, elles continuent à travailler, elles continuent à utiliser de l'énergie. Alors, ce n'est pas les mêmes cellules. Quand on court, c'est nos cellules musculaires, etc., qui vont être mises en jeu. Et puis, quand on se repose, c'est d'autres cellules. Mais donc, on a besoin de cette énergie, même au repos. Et il y a toute une thématique en ce moment sur la chronobiologie qui est en train de se développer. C'était quelque chose qui... voilà, on savait qu'il fallait dormir, qu'il fallait récupérer d'un point de vue physiologique, mais ce n'était pas étudié en tout cas jusqu'aux mécanismes cellulaires. Et là, il y a vraiment des mécanismes cellulaires qui sont mis en évidence. Et je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais sur les bactéries, sur le microbiote intestinal. Eh bien, il y a des recherches qui sont faites sur la chronobiologie aussi de ces bactéries au sein de l'intestin, etc. Donc, même les micro-organismes ont peut-être au sein de l'organisme humain une chronobiologie et ont peut-être besoin d'énergie aussi quand on est au repos. Voilà, donc je pense que, en tout cas, d'un point de vue cellulaire, nos cellules ne se reposent pas et travaillent pour nous pendant que physiologiquement, nous nous reposons. Ouais, ça me permet de rebondir assez bien parce que moi, je vais rester sur le domaine du volcan au sens large, ou en tout cas du système Terre. Alors effectivement, on a l'image du volcan, c'est une énergie qui est ponctuelle, qui peut s'arrêter, qui peut reprendre ailleurs. Par contre, c'est la traduction de ce qui se passe à une profondeur beaucoup plus importante, avec un système Terre qui ne s'arrête jamais. En tout cas, à l'échelle humaine, on a une dynamo qui est assez formidable, qui a une énergie assez multiple aussi. On parle beaucoup de l'énergie volcanique, mais on a effectivement l'énergie qui est liée vraiment au système tectonique global de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement pérenne. Alors, peut-être pas continu, mais en tout cas, qui ne s'arrête pas. Donc, ça rejoint finalement le système moléculaire cellulaire avec un fonctionnement qui est géologique et qui dure depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que ce terme énergie renouvelable fonctionne très bien avec un système naturel aussi gros et aussi complexe, avec beaucoup de ressources. Alors, je vais rebondir. Vous disiez que ce système Terre ne s'arrête jamais, finalement, si j'ai bien compris. Mais est-ce que cette énergie, elle est inépuisable? Est-ce qu'on peut considérer, finalement, que l'énergie va être inépuisable? Alors là aussi, bien sûr, que tout le monde puisse répondre. À l'échelle humaine, sur des échelles de temps raisonnables de suivre, on peut considérer que le mécanisme de fonctionnement de la Terre, comme on le connaît depuis nous tout le temps, est relativement inépuisable. Après, à terme, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que
le système Terre, mais le système aussi planétaire dans son ensemble, a eu des modifications, on en aura encore. Mais ce fonctionnement profond interne, cette chaleur interne, elle se répercute à différentes échelles et de façon relativement pérenne, en tout cas, encore une fois, à l'échelle humaine. Ouais. Et au sein de votre laboratoire, donc du LMV, il y a, j'imagine, des projets de géothermie ou sur toutes ces thématiques, peut-être pas parfaitement le bon terme, mais j'imagine qu'il y a des projets en cours là-dessus. Alors, on a, d'un point de vue personnel, les équipes contribuent beaucoup au projet des personnes qui sont concernées, donc les industriels. Après, la plupart du temps, nous, on intervient sur des aspects donc, géophysiques pour apporter une expertise sur les mesures qu'on va faire pour essayer de mieux caractériser effectivement le milieu, voir quelle profondeur et pouvoir aussi dimensionner un petit peu la ressource qu'on va pouvoir exploiter, ou transformer en tant qu'énergie. Et puis aussi avoir vraiment ce ratio entre ce qu'on peut produire, ce qu'on va produire et quelles sont les répercussions. Parce que sur des systèmes actifs comme une zone fracturée qui va être alimentée par des fluides qui sont chauds, qui vont être un système magmatique en dessous ou pas, on va avoir quelque chose qui va être relativement pérenne, mais qui peut aussi s'amenuiser au cours du temps. Donc là, c'est des choses qu'il faut dimensionner pour justement ne pas altérer et ne pas aller trop loin dans la transformation, dans l'exploitation. Donc nous, on intervient plus sur les aspects mesure et caractérisation des milieux. D'accord, merci. Alors peut-être sur cette notion d'énergie inépuisable, Clémence, sur une partie, une vision un petit peu plus biologique, c'est pas évident, mais est-ce qu'on peut considérer cette énergie comme, ou Pierre, bien sûr, est-ce qu'on peut considérer cette énergie comme inépuisable ou pas forcément? Alors dans le domaine de la biologie ou de la recherche en général? Parce que tu nous as donné plusieurs définitions, donc... Non, je pense que l'énergie, elle peut prendre différents aspects, et elle est transférable, ou elle est modulable, ou elle peut changer de nature. On en a besoin, on n'a pas forcément besoin du même type d'énergie dans le monde de la recherche, en fonction de ce qu'on met en œuvre comme expérience et comme stratégie. Alors après, de là à dire qu'elle est inépuisable, des fois, il faut espérer qu'elle le soit, inépuisable. Voilà. Bon. Ouais, c'est le cas de la cellule cancéreuse. Justement, elle a beaucoup d'énergie et on voudrait lui enlever. Oui. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est... Voilà. Donc, quelquefois, on aimerait bien, pour certaines pathologies, effectivement, que ce soit épuisable pour se débarrasser de certaines pathologies, par exemple. Voilà. Donc, et après, il y a le côté milieu de culture où, par rapport à ton activité, où là, quand on a des modèles, là, l'énergie est épuisable et du coup, il faut qu'on ramène sans arrêt. Oui. Bien vu, Je crois qu'effectivement, il y a plusieurs dimensions à l'énergie et dans cette question, hein, il y a une énergie en fait qui est conservée, c'est le principe de thermodynamique. Et puis après, il y a comment on la maîtrise, à partir de quoi comment on exploite cette énergie, à partir de quoi. Et là, pour le coup, on peut se poser la question de pour combien de temps. Donc, effectivement, à l'échelle de la planète, on a une vision assez longue. Après, dès qu'on parle d'énergie produite à partir d'énergie fossile, la vision se réduit. On peut avoir de l'espoir avec une vision énergie renouvelable. Voilà, et puis on le voit, en fait, c'est un cycle. Hein, certaines fois, enfin, tu le disais, on veut éteindre de l'énergie dans des cellules. À l'inverse, favoriser d'autres mécanismes. Donc, voilà, tout ça est un grand équilibre. Donc, merci. On voit bien qu'avec la même question, on a des réponses différentes et complémentaires. Donc, sauf s'il y a une dernière question, c'est bon, manifestement, OK. On va pouvoir... alors, avant de passer la conclusion, on va reprendre notre nuage de mots-clés, justement, parce que vous nous avez donné votre définition à travers un seul mot au début. Là, vous avez eu des définitions diverses et variées et des réponses à des questions avec des sensibilités scientifiques là aussi différentes. Donc, l'objectif, c'est de voir
si ça a pu… Une dernière question. Ah bah non, il y a une dernière question. Alors attendez, avant le nuage de mots-clés, je vais lire la dernière question. Alors, la dernière question. Donc, je lis. Alors là, je pense, Lydie, qu'on est plutôt sur votre thématique. Il est vrai que le système Terre déborde d'énergie, avec notamment les marées, tout ce qui est notion de plaques tectoniques, géothermie, et on a l'impression d'en attraper une partie infime. Comment pourrait-on mieux exploiter l'énergie du système Terre? Alors, on a un timing, c'est très intéressant. Voilà, je vous rappelle juste ça. D'accord. 1 minute pour répondre. C'est vrai que c'est difficile de répondre brièvement là-dessus. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a énormément de potentiel énergétique. Plus on va en profondeur, plus on a de ressources, en tout cas en termes de chaleur. Donc la première chose, c'est pouvoir forer plus profond et forer, mais de façon sécurisée, entre guillemets. On l'avait vu en Islande, ils ont été plus loin dans les forages, ils ont touché une poche de magma. Bon, là, on perd un petit peu le bénéfice de l'approche, mais voilà, pour aller plus loin et en exploiter plus, ce serait de pouvoir aller un petit peu plus en profondeur, gérer un petit peu mieux ça. Mais on a déjà une bonne exploitation dans des zones même superficielles. On peut prendre pour les personnes qui sont vraiment ancrées l'exemple de Chaudzeg, qui est exploité. Alors, ce n'est pas de la haute température, on est plus sur la moyenne alimentation, mais qui est exploitée depuis 1332. Donc, il faut, pareil, qu'il y ait toujours ce phénomène de sensibilisation pour que tous les sites potentiellement exploitables puissent l'être. Et puis, à plus grande échelle, pouvoir essayer d'aller plus loin, plus en profondeur, comme ça se fait jusqu'à, pour l'instant, 2-3 km de profondeur avec des températures de 300 degrés. On peut aller encore plus loin. Mais ça reste très compliqué. Vaste sujet. Donc, merci Lydie pour cette dernière réponse. Donc effectivement, l'idée c'était de voir si par rapport à votre propre définition de l'énergie, et en ayant écouté nos 5 intervenants, il y a une différence entre le départ et là cette conclusion. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre votre smartphone, votre PC, de vous reconnecter. On va peut-être le remettre à l'écran, les liens de connexion. 2 solutions par le web, ça y est, normalement, vous voyez tout ça, ou par SMS. Je vous rappelle le principe, un mot et un seul pour votre définition de l'énergie suite à ces différentes interventions. Et on s'appuiera là-dessus pour la conclusion. Donc, on y va. Il n'y a pas de question. Oui. On la voit là, mais… C'est celle d'avant. Un mot, c'est de quelle définition? Ah, pardon. Alors, au-delà du mot, c'est de quelle définition? Alors, on va commencer par les aléas du direct. Entre ceux qui n'ont rien, ceux qui ont quelque chose. Alors, on recommence tout. J'ai rien. Donc, vous avez eu… Alors, on va recommencer. Tout à l'heure, vous avez donné votre définition à travers un mot-clé. Vous avez entendu nos 5 intervenants. Ah, mais ça a changé, c'est énergie 31. Ah. L'idée, alors avec énergie 31, puisque tout à l'heure, ce n'était pas énergie ça. 31, effectivement, Ça la change tout. petite subtilité. Et c'est donc de voter. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en tout cas, c'est par rapport à votre sensibilité, de voter par rapport à la définition qui vous semble la plus proche de la vôtre, par rapport aux intervenants que vous avez écoutés. Donc, avec tout ça, j'espère que vous êtes retrouvés. On voit les votes qui changent au fur et à mesure du temps. Mais Pierre n'a voté qu'une fois, normalement. J'essaye à chaque fois de voter pour moi, mais ça marche moyen. Ah, on peut voter qu'une fois. Bon, on voit quand même que tout le monde se retrouve à travers ces définitions qui ont été diverses et variées. Donc, merci beaucoup aux intervenants d'avoir joué le jeu. Et puis, je vais rendre la parole à Pascal pour conclure suite à ces définitions.
Pierre, tu triches, dit Estelle. J'arrive et je vois Pierre, tu triches. Bon, c'est l'occasion pour moi, avant de conclure, d'abord de remercier tous les gens qui ont pu participer à cet événement. Donc, merci beaucoup, Solène, d'avoir été notre modératrice aujourd'hui. Merci aux intervenants. Merci à vous toutes et tous. Enfin, et toi. Merci pour votre participation. Non seulement c'était très sympa, mais c'était surtout très enrichissant pour nous. Je voudrais aussi remercier Claire, Ikram, Vanessa et Léa. Et aussi un grand merci à Arnaud Mouza pour le soutien technique précieux d'aujourd'hui. Arnaud, si tu nous entends. Voilà. Pour cette restitution, eh bien, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas une seule définition. Hein. Je crois que le petit sondage de fin de séance l'aura démontré, mais qu'il y en a bien plusieurs. Alors, j'ai essayé de classifier un petit peu grossièrement les mots que vous aviez choisis et que finalement, on a pas mal retrouvé dans des thématiques différentes. Hein. Donc, on a différentes teams. On a un groupe qui serait vie, agir, avenir, renouvelable. Un autre, verte, pardon, on en a parlé, Anne, vous en parliez aussi. On en a une autre qui serait plus sur électricité, watts, lumière, production, puissance. Alors peut-être qu'on verra plus cette thématique sur la prochaine séance, mais il y en avait une autre aussi qui était plus du bord métabolisme, mouvement, ATP. Merci pour la personne qui a mis ATP, qui m'a fait penser que c'était un spécialiste de tennis, mais non, pas du tout. Pas du tout. On a vu aussi dans le cadre des échanges qu'il y avait des mots-clés comme territoire, fédéré, impulsé, harmonisé et sensibiliser. Ces mots-là, on les a retrouvés justement un petit peu dans toutes les thématiques. Donc, on peut dire assurément qu'il n'y a pas une seule définition, mais que nous avons quand même des mots-clés et des liens sur les aspects de recherche. Donc, ma conclusion serait que la recherche nous montre chaque jour sa diversité, sa richesse et son investissement multiple dans l'énergie. Mais pour couvrir d'autres thématiques, justement, je vous donne rendez-vous vendredi 2 avril, même heure, à 13h30, pour d'autres définitions et pour avancer encore plus sur l'énergie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'espère vous retrouver avec d'autres intervenants, d'autres modérateurs et présentants pour vendredi. Merci beaucoup, bon après-midi et bonne continuation pour la Clermont Innovation Week. Merci à Clermont-Auvergne Métropole, bien sûr. Bonne journée.